Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. « 8 mai 1945. L'Allemagne capitule. Les nazis sont vaincus, la guerre en Europe est terminée. Les Alliés célèbrent la victoire. Le monde découvre l'ampleur des crimes du Troisième Reich. Mais dans l'ombre, une autre bataille commence. Une bataille sans bruit d'armes ni d'explosion, mais tout aussi stratégique. Une bataille pour le savoir, pour le contrôle des avancées scientifiques nazies. Au cœur de cette guerre secrète, deux superpuissances émergent, les États-Unis bien sûr et l'Union soviétique. Leurs objectifs, mettre la main sur les plus brillants esprits allemands, ceux qui ont conçu les armes révolutionnaires du Reich. Parce que si l'Allemagne a perdu la guerre, elle a laissé derrière elle des découvertes scientifiques majeures, des fusées balistiques, des armes chimiques, des avions à réaction, des expérimentations médicales et j'en passe. Autant d'outils qui pourraient faire basculer le monde dans une nouvelle ère technologique et militaire. C'est ainsi qu'en 1945, les États-Unis lancent l'opération Paperclip, trombone en anglais, un programme secret destiné à exfiltrer des scientifiques nazis vers l'Amérique. Officiellement, il s'agit de contrer l'expansion soviétique en récupérant ses cerveaux avant que Moscou ne le fasse. Officieusement, le programme va bien plus loin. Les États-Unis vont offrir une nouvelle vie à d'anciens serviteurs du régime hitlérien, certains d'entre eux impliqués même dans des crimes de guerre. Le tout sous couvert du secret d'État. Les noms de ces hommes sont connus aujourd'hui. Vous connaissez le plus célèbre, Wernher von Braun, architecte des fusées V2 qui semait la terreur sur Londres, mais aussi futur père du programme Apollo. Otto Ambros, chimiste qui dirigeait des usines de production d'armes chimiques et de main-d'œuvre concentrationnaire. Kurt Blomme, spécialiste de la guerre bactériologique, ayant mené des expériences sur des prisonniers. Et pourtant, recruté par les services américains. Pourquoi les États-Unis ont-ils choisi de fermer les yeux sur le passé de ces hommes? Quel secret cette opération a-t-elle couvert? Et surtout, quel héritage l'opération Paperclip a-t-elle laissé? Dans cette première émission qui en comptera deux, je vais vous raconter cette histoire méconnue où se croisent espionnage, ambition, militaire et dilemmes moraux. Bienvenue dans l'un des chapitres les plus troublants de l'après-guerre, l'opération Paperclip. 8 mai 1945, la guerre est finie. Les Alliés triomphent. Hitler est mort. Mais à mesure que les États-Unis et l'Union soviétique avancent sur le territoire allemand, une course féroce s'engage. Une guerre secrète, invisible aux yeux du grand public, une guerre pour les cerveaux. Derrière la victoire militaire, une autre bataille, donc, comme je vous le disais, se joue en coulisses, celle du savoir scientifique. Parce que si le Troisième Reich a été vaincu, ses découvertes scientifiques et technologiques sont sans précédent. Je vous parlais de fusées balistiques, d'armes chimiques, de guerres biologiques, d'expérimentation humaine aussi, évidemment. Autant de domaines dans lesquels l'Allemagne nazie a pris de l'avance, souvent au prix de crimes atroces. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler comprend que l'avenir de la guerre va se jouer autant sur les champs de bataille que dans les laboratoires. Avec le soutien de figures comme Hermann Göring, Heinrich Himmler et Albert Speer, l'Allemagne met en place une politique de recherche scientifique intensive appliquée directement à l'effort de guerre. En aéronautique et en balistique, l'Allemagne dépasse de très loin ses adversaires. Les fusées V2, développées par Wernher von Braun et son équipe, sont les premiers missiles balistiques de l'histoire. Ces missiles peuvent atteindre des cibles à plus de 300 km de distance en volant à plus de 5000 km/h. En 1944-1945, elles sèment la terreur sur Londres et sur Anvers, causant des milliers de morts.
Mais les avancées les plus terrifiantes concernent, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, les armes chimiques et biologiques. Sous l'égide de l'entreprise IG Farben, associée au régime nazi, des scientifiques comme Otto Ambros et Kurt Blome développent des agents mortels inédits dont le gaz sarin et le taboun, des neurotoxiques capables de tuer en quelques minutes. L'usine IG Farben de Dienfurt en Pologne produit ces gaz à grande échelle. Enfin, la médecine nazie dépasse toutes les limites de l'horreur. J'ai déjà eu même récemment l'occasion d'en parler. Des expériences humaines inqualifiables sont menées dans les camps de concentration sous la supervision de médecins du Reich. Parmi les plus célèbres, tristement célèbres je dirais, le docteur Kurt Blome, directeur adjoint de la médecine militaire nazie, qui expérimente des armes bactériologiques sur des prisonniers de Dachau et Ravensbrück. Il teste des injections de peste bubonique et de tularemie en quête d'une arme biologique ultime. Le docteur Sigmund Rascher, collaborateur du SS Heinrich Himmler, mène lui des expériences sur l'hypothermie et la décompression. Il plonge des prisonniers dans des bains glacés ou les soumet à des pressions équivalentes à des vols stratosphériques, provoquant des morts que vous imaginez atroces. Le docteur Karl Brandt également, médecin personnel d'Hitler et architecte du programme d'euthanasie T4, dirige des expériences de résistance à des poisons et des maladies sur les déportés. Ces recherches menées au prix de la vie de milliers de prisonniers donnent à l'Allemagne une avance scientifique considérable. Une avance qui ne passe évidemment pas inaperçue aux yeux des services secrets alliés, parce qu'encore une fois, n'allez pas croire ce qu'on nous a longtemps dit, on ne savait pas si on savait. Au printemps 1945, alors que les armées pénètrent en Allemagne, elles découvrent l'ampleur des programmes nazis. Mais une crainte surgit immédiatement. Les soviétiques vont-ils s'emparer de ces connaissances ? Parce que l'URSS de Joseph Staline n'a pas seulement joué un rôle décisif dans la défaite nazie, elle a aussi des ambitions claires, exploiter le savoir du Reich pour développer, elle aussi, ses propres armes. Le 16 avril 1945, la Russie lance l'opération Ossowia-Kim, l'équivalent soviétique de Paperclip. À la fin de la guerre, Moscou va déporter plus de 2200 scientifiques allemands en Union soviétique pour travailler sur ses propres programmes de missiles et d'armes chimiques. Et donc face à cette menace, les États-Unis réagissent, ils doivent agir vite, plus vite. C'est à ce moment précis qu'un petit groupe de stratèges militaires américains décide de passer à l'action. L'idée germe en 1944, déjà avant même la fin de la guerre. Le Joint Chiefs of Staff, le JCS, l'état-major interarmé des États-Unis, comprend que l'issue du conflit ne sera pas seulement une question de victoire militaire, mais aussi de contrôle technologique. Sous la supervision de William Donovan, le directeur de l'OSS, c'est l'Office of Strategic Services, le bureau des services stratégiques, c'est l'ancêtre de la CIA si vous voulez. Sous sa supervision, un programme de repérage des scientifiques allemands est mis en place. Il est confié à une agence spéciale, le JIOA, le Joint Intelligence Objectives Agency. Dès mai 1945, une mission secrète, l'opération Alsos, est lancée pour identifier et capturer les scientifiques allemands avant les soviétiques. La priorité est donnée aux experts en fusée, bien sûr, mais aussi en chimie et en médecine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.